Alors on va vous entendre à titre de témoin dans cette affaire. Et vous allez dire au tribunal ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Et le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Alors vous allez jurer de dire à la barre de ce tribunal, sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous leverez votre main droite et direz « je le jure ». Je le jure. Alors, M. Keita, dites au tribunal tout ce que vous savez à propos des événements du 28 septembre 2009. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je pense que l'histoire que je vais raconter ne sera pas très longue, elle sera bien brève. Le jour du 28 septembre, comme tous les jours d'ailleurs, même si c'est les jours fériés parfois, je quitte chez moi assez tôt, puisque j'habite un peu loin, pour arriver au service aux alentours de 7h15, 7h30. Ce fut le cas le même jour. Alors, je suis sorti, il y avait une toute petite pluie fine qui tombait ce jour-là. En passant, puisque j'avais entendu à la radio, comme tout le monde, qu'il y aurait une manifestation au stade du 28 septembre, en passant devant le stade, à cette heure-là, il n'y avait pratiquement personne, avec les commerçants qui ont l'habitude de faire la vente dans la zone. Je suis donc rentré à l'hôpital. J'ai fait le tour de l'équipe de garde, puisqu'il y a toujours une équipe de garde 24 heures sur 24 dans les hôpitaux, de façon générale. Et puis je suis allé m'installer dans mon bureau. Et j'ai commencé à travailler. Parce que je profite de ces jours-là pour rédiger les cours et puis essayer de regarder les programmes de recherche que nous avons. Et c'est ce que j'étais en train de faire. Et puis, longtemps après, j'ai entendu des bruits sourds. Au début, j'ai pensé que c'était des explosions. Et puis, après, il y a eu des bruits répétitifs, qui ont succédé à ça. J'ai compris qu'il s'agissait de tirs à l'arme à feu. J'étais dans mon bureau. Et j'ai appelé un de mes assistants pour lui demander s'il avait entendu la même chose que moi. Il me dit oui, monsieur, mais j'ai l'impression que les tirs viennent du stade. Je dis ah bon. Donc, je suis resté dans mon bureau. Une heure après, le même assistant m'a appelé parce qu'il a quitté le service de gynécologie obstétrique que je dirigeais à l'époque pour aller aux urgences voir ce qui se passait. Parce que ses camarades de garde qui étaient aux urgences n'arrêtaient pas de lui dire qu'il y a des blessés graves qui arrivent du stade. Donc, qu'il y était et que c'était vraiment une très grande catastrophe. Je dis, ah bon, de quoi il s'agit? Il me dit, il y a des blessés graves, mais il y a aussi des femmes qui ont subi des sévices. Et donc, on est là. Je dis, d'accord. J'ai décidé d'aller voir de moi-même pour me rendre compte de ce qui s'y passait. Et puis, entre-temps, je suis reparti au service, parce que le service avait été un tout petit peu dégarni, pour que les patients qui viennent puissent être pris en charge, malgré que les sages-femmes, elles étaient restées sur place. Puisque c'est un service d'urgence, hein, les maternités, les femmes accouchent tout le temps, quel que soit le moment, et il fallait quand même que des gens soient là pour s'en occuper. Et puis dans l'après-midi, je suis encore retourné. J'ai vu que la situation s'était aggravée. Et on a discuté entre nous, et de commun accord, on a décidé de prendre des ambulances pour aller vers le stade et voir si on pouvait prendre directement des blessés. Et donc,
nous nous sommes déplacés avec 5 ambulances. L'ambulance de tête était l'ambulance de l'hôpital, où j'étais moi-même, où il y avait un infirmier anesthésiste, le nôtre d'ailleurs, en l'occurrence. Et puis il y avait 2 assurances de Médecins sans frontières. Il y avait une ambulance de la Croix-Rouge guinéenne et la dernière ambulance était l'ambulance des sapeurs-pompiers. Donc 5 au total. Nous avons pris la direction du stade qui n'est pas bien loin. Arrivé sur l'esplanade, il n'y avait pas grand-chose. Mais les grilles du stade étaient fermées, complètement fermées. Je suis descendu avec l'infirmier anesthésiste, puisque c'était nous qui étions dans l'ambulance de tête, pour demander aux policiers, c'était des policiers casqués, de bleu vêtu, bleu nuit, avec, je crois que c'était les anti-gangs. C'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas, de façon générale. Alors, le policier qui était devant moi, il y avait plusieurs autres, je me suis présenté en lui disant que j'étais médecin et que vu la situation, nous étions venus, et comme il le voyait, il le constatait, il y avait 5 ambulances, nous voulons entrer dans le stade pour récupérer des blessés s'il y en a. Alors, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit s'il vous plaît, attendez, parce qu'il faut que je demande l'autorisation à ma hiérarchie. Je lui ai répliqué, je dis, mais il y a des blessés, vous en êtes conscient, mais il faut que nous puissions les prendre en charge. C'est pour cela que nous sommes venus en force. Il m'a dit, non, je prends référence auprès de mes chefs. Il a effectivement pris un téléphone, il s'est un peu éloigné, il a appelé. Je ne sais pas qui l'a appelé. Et puis après, il est revenu vers nous. Il m'a dit, ne vous en faites pas, nous n'avons pas besoin. Nous avons tout ce qu'il faut pour prendre en charge les blessés et nous allons vous les amener à l'hôpital si c'est nécessaire, sinon nous allons les amener dans les autres hôpitaux où il y aura de la place. On a dit, d'accord, puisque c'est votre décision. Nous avons décidé donc d'aller dans les quartiers parce qu'on nous avait informé à l'hôpital qu'il y avait des blessés qui étaient couchés dans les quartiers, en particulier à Dixine Bora, à l'Andrea Port, et puis dans le quartier de Dixine. Nous sommes ainsi sortis, les 5 ambulances, se suivant pour aller dans le quartier. Dans le quartier de l'Andrea Port, nous avons été stoppés par une patrouille de bérets rouges qui nous a arrêtés pour nous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? De toutes les façons, tous ceux qui ont fait des conneries, nous allons les avoir et nous allons les sanctionner à la hauteur de leur forfaiture. Alors je lui ai dit, j'ai essayé de lui répondre que moi j'étais médecin, que je n'avais rien à voir avec quoi que ce soit. J'essayais de faire mon travail et c'est tout. L'anesthésiste qui était avec moi m'a dit, ne discute avec personne, nous sommes venus pour travailler et il faut qu'on continue. Alors sur ces faits, ils ont laissé la route, nous avons continué. Il n'y a pas eu de violence, hein, ça je l'assure. Mais dans le quartier, comme il y avait beaucoup de bérets rouges, les gens avaient peur de dire qu'ils avaient hébergé des blessés. Ils nous faisaient des signes. Certains faisaient comme ça, en nous voyant passer. D'autres nous faisaient ce genre de signes pour nous dire qu'ils avaient des blessés. Et nous aussi, on leur disait que nous allons revenir plus tard quand il y aura une situation un peu plus sereine. Nous avons ainsi continué vers Dixine Bora, vers là où habite M. Mamadou Silla, dans cette zone-là. Nous avons fait tout le quartier où nous avons commencé à ramasser des blessés qui étaient là, des gens qui nous voyaient, qui nous signalaient, et puis on les embarquait pour les amener vers l'hôpital. Nous avons fait un tour complet, nous sommes revenus sur nos pas. Nous avons aussi embarqué quelques blessés et nous sommes revenus vers l'hôpital. Mais dans ce lot de blessés, il n'y avait pas, bien heureusement, de blessés très graves.
Il y avait des coupures au niveau des cuisses, au niveau des jambes et autres, mais il n'y avait pas de blessés véritablement graves qui mettaient en vie la vie en danger de ces gens-là que nous avons pris en ce moment précis. Nous sommes ainsi revenus à l'hôpital. Nous avons remis ce que nous avons récupéré à l'équipe qui était sur place. Et puis, nous avons essayé, nous les avons pris en charge. J'ai appelé à l'époque la directrice qui était dans son bureau, qui venait de quitter justement, mais son adjoint était là au service des urgences. Et avec lui, nous avons essayé d'organiser la prise en charge qui était déjà bien en place et bien avancée pour les premiers blessés qui étaient arrivés. Et puis, entre-temps, il y a des militaires, on ne sait pas d'où ils venaient, qui ont essayé de s'introduire dans l'hôpital. Et ils ont même jeté une grenade lacrymogène dans la cour de l'hôpital. Alors, les médecins et le personnel infirmier se sentis frustrés. Beaucoup se sont levés et ont couru vers la porte avec des menaces en disant « tuez-nous tous, si c'est ça votre vœu ». Et après, la situation s'est calmée. Il y avait des militaires, 2, je crois, qui étaient dans la salle des urgences. L'équipe les a fait chasser pour qu'ils sortent de l'hôpital. Entre-temps, un officier est venu qui les a instruits de quitter immédiatement l'hôpital. Ils se sont exécutés et ils sont partis. Et puis, on a commencé à voir les femmes qui avaient eu des sévices. Mes assistants m'avaient parlé de celles qui étaient venues. Une partie était déjà partie à leur domicile. Et puis, il y en a qui étaient restés. Et dans les jours qui ont suivi, nous avons continué à recevoir les femmes violées qui ont pris le courage après de venir à l'hôpital. Voilà ce que je sais de la situation du 28 septembre, ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Et nous avons continué le travail. Je suis rentré ce jour-là à mon domicile aux alentours de 21h parce que tout le monde me conseillait de ne pas partir très tôt, d'attendre que la situation se calme avant de partir. Et c'était le cas aussi pour mes autres collègues, chefs de service qui étaient dans l'hôpital.